Lorsque vous regardez mon travail photographique, vous vous êtes certainement posé la question: comment peut-il arriver à ce genre de résultat, sachant que moi je n'y arrive pas? Eh bien écoutez, c'est simplement en partie que j'utilise ce qu'on appelle la technique d'exposition à droite. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette technique et que vous n'avez rien compris et que vous ne voyez aucunement l'intérêt d'appliquer cette technique. Après le générique, je vous expose ma façon d'appréhender l'exposition à droite, je vous donne les avantages de l'exposition à droite et ce que cela peut apporter à vos photos. Avant d'aller plus loin, je voudrais revenir avec vous sur un point très important. Cette vidéo s'adresse exclusivement aux personnes qui travaillent sous le format RAW. Effectivement, si vous travaillez en JPEG, l'exposition à droite pour vous sera plus une nuisance qu'un apport de qualité. Donc je répète, vous travaillez en JPEG, vous pouvez arrêter de regarder la vidéo, cela ne vous concernera pas, même si d'un point de vue culture personnelle, ça peut vous apporter que du plus. Mais si vous travaillez en RAW, prêtez attention et une grande attention à tout ce que je vais vous dire parce que c'est très important pour la qualité de vos photos. Vous verrez, cette vidéo est décomposée en deux temps. Un premier temps que j'appelle pour les curieux, qui vous explique un petit peu ce qu'est l'exposition à droite et ce qu'elle va vous apporter concrètement dans vos photos, avec quelques points de détail pour comprendre un petit peu mieux au niveau de la qualité et de la texture de vos photos. Et dans un deuxième temps, une section que j'ai appelée pour les téméraires, où là, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet technique de la photo et de ce que ça va vous apporter au niveau de l'exposition à droite. Deuxième point que nous avons un petit peu besoin d'aborder, c'est les prérequis pour pouvoir bien appréhender le contenu de cette vidéo. Effectivement, que vous soyez curieux ou téméraire, il y a des prérequis à avoir qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous allez avoir ces prérequis sous la forme vidéo concernant le triangle d'exposition, vidéo concernant l'histogramme et la vidéo sur la plage dynamique et la plage dynamique utile de votre appareil photo. Il faut que ces trois vidéos, vous les ayez vues et que vous les maîtrisiez pour pouvoir bien comprendre ce qu'est l'exposition à droite. Ceci pour les curieux. Pour les curieux, comme vous pouvez le voir ici sur cette diapositive, j'ai mis une exposition dite correcte. Effectivement, l'histogramme est judicieusement positionné de part et d'autre de la plage dynamique de notre photo, ce qui nous amènera à avoir une photo exposée correctement, bien évidemment, puisque l'histogramme est dit correct. Pour pouvoir exposer à droite, il va tout simplement falloir légèrement surexposer notre photo, de plus 0,5 à plus 1,5 IL, ça ce sera en fonction des capacités de votre appareil photo, d'où la nécessité absolue de bien maîtriser la plage dynamique de votre appareil photo, ce qui nous amène, comme vous pouvez le voir, à cette nouvelle diapositive où l'on voit exactement la même photo mais avec l'histogramme décalé sur la droite. Comme vous pouvez le voir entre la diapositive précédente et celle-ci, nous avions l'histogramme sur la précédente légèrement décalé sur la gauche. Ici, il est complètement décalé sur la droite. Ceci dit, pour une exposition à droite, il faut faire très attention à ce que l'histogramme ne vienne pas taper sur le bord extrême droit de votre histogramme, justement, parce que sinon, là, votre photo sera cramée et vous ne pourrez plus rien récupérer. À présent, parlons un petit peu technique, et comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je vais vous expliquer pourquoi exposer à droite est nettement mieux pour vos photos, surtout en RAW. Comme vous pouvez le voir sur ces exemples, j'ai pris toutes mes photos avec une exposition à droite. Et ici, elles ont été post-traitées, c'est-à-dire que je les ai traitées avec un logiciel Lightroom en l'occurrence. Et vous pouvez vous rendre compte que ces photos ont une plage dynamique assez importante. Je n'ai pas mis l'histogramme justement pour vous faire un petit peu travailler de votre côté avec votre appareil photo. Vous pouvez voir sur cette première diapositive le coucher de soleil sur la ville de Decize. Sur la deuxième diapositive, on a une légère sous-exposition de la photo. Ceci dit, elle a quand même été prise avec une exposition à droite, donc légèrement surexposée à plus 0,6 IL. Parce qu'encore une fois, je connais mon appareil photo, je sais où je peux aller. J'ai testé mon appareil photo et je sais que mon appareil photo, pour lui, l'idéal, c'est plus 0,6 IL maximum. Donc ces photos, je les ai prises à plus 0,6 IL. Ce n'est pas parce que vous surexposez vos photos à plus 0,5, plus 1,5 IL que au post-traitement, vous ne pouvez pas donner un effet sous-exposé à vos photos. Bien au contraire, parce que en surexposant vos photos, vous allez dégager toutes les zones d'ombre ou les zones plus ou moins foncées de vos photos, si vous préférez, et au post-traitement, ces zones vont garder du détail. C'est-à-dire que si vous cherchez à obscurcir un endroit qui est déjà plus ou moins obscur de votre photo, eh bien, n'empêche que vous aurez encore du détail et que votre photo aura de la gueule, si je puis m'exprimer ainsi, à la lecture. À présent, regardons cette photo.
je vous ai mis effectivement ma photo exposée à droite. Vous voyez l'histogramme présenté à l'écran. Comme on peut le voir, on a une impression que le ciel est cramé et qu'il sera irrécupérable. Mais encore une fois, je connais mon appareil photo, je sais sa plage dynamique utile, je sais jusqu'où je peux aller en surexposition. Donc là, en l'occurrence, encore une fois, plus 0,6 IL. Là, j'ai shooté donc ma photo à plus 0,6 IL. Et à présent, on peut voir maintenant le résultat en post-traitement. Et vous voyez que entre la photo d'origine exposée à plus 0,6 IL et la photo finale issue du post-traitement et publiée n'a rien à voir. Cependant, j'ai pu garder des détails dans mes hautes lumières, j'ai pu garder du détail dans mes ombres. C'est ce que permet l'exposition à droite. En résumé, l'exposition à droite va vous permettre, encore une fois, d'améliorer les détails de vos photos, que ce soit dans les hautes lumières ou dans les ombres, mais surtout dans les ombres. Vous aurez un meilleur rendu au post-traitement, mais attention, il faut bien connaître votre plage dynamique utile de votre appareil photo. Et je vous renvoie à la vidéo qui traite sur le sujet, c'est très important dans le cadre d'une exposition à droite. Regardons à nouveau comment se lit un histogramme. Très succinctement, puisque encore une fois j'ai fait une vidéo dédiée entièrement au sujet, donc je ne vais pas trop revenir sur le sujet, mais je vais vous rafraîchir la mémoire vite fait. Ici, vous avez schématiquement un histogramme, et comme vous pouvez le voir, on a des zones très foncées, des zones moyennement foncées, des zones moyennement claires, et des zones très claires. Ce sont dans les zones très foncées et très claires où il ne faut surtout pas que votre histogramme se trouve, parce que ce sont des zones où vous allez perdre du détail et des données. Si ça vous intéresse de savoir dans quel cadre, je vous invite à aller visionner la suite de la vidéo au moment où je traite du sujet pour les téméraires. Donc il faut bien que votre histogramme soit décalé légèrement sur la droite pour gagner du détail et gagner de la texture sur vos photos, mais il ne faut surtout pas rentrer au niveau des très clairs ou des blancs. Ceci dit, au jour d'aujourd'hui, nos appareils photo ont fait d'énormes progrès technologiques et vous permettent de récupérer du détail dans les ombres. Personnellement, j'adore travailler mes photos en sous-exposition parce que vous allez pouvoir renforcer des couleurs que votre appareil photo a captées mais que potentiellement votre œil n'a pas vu. Et ça, c'est très important pour vos photos. En ce qui me concerne, pour mes couchers de soleil ou mes levées de soleil, j'adore travailler à des valeurs négatives d'exposition. J'aime bien descendre à moins 0,6 IL ou moins 1 IL grand maximum, parce que je vous renvoie à la vidéo sur le pourquoi le triangle d'exposition est-il important en photo. Et là, c'est un petit peu ardu, mais ça explique beaucoup de choses. Vous allez avoir un renforcement des couleurs et une saturation au niveau de ces mêmes couleurs. Comme vous pouvez le voir sur ces deux exemples, on a une photo sous-exposée à la prise de vue, comme nous le montre l'histogramme, et par la suite, on a la photo traitée sur Lightroom, où là, on peut voir que l'histogramme s'est légèrement décalé sur la droite, mais on a un renforcement au niveau de la colorimétrie de la photo. En résumé, l'exposition à droite me permet d'acquérir beaucoup plus de détails et d'avoir des textures beaucoup plus fluides et beaucoup plus naturelles. Notamment lorsque je fais des photos de macro, je suis systématiquement en surexposition, donc en exposition à droite. Et en paysage, personnellement, je préfère sous-exposer un petit peu mes photos pour avoir de plus belles couleurs, d'avoir des couleurs beaucoup plus saturées et beaucoup plus vivantes qui frappent l'œil. C'est ici que s'achève notre partie pour les curieux. La suite pour les téméraires, attention les yeux, ça va décoiffer parce qu'on va rentrer dans la technique photographique numérique pure. J'ai bien dit photographie numérique. Oui, effectivement, parce que nous allons entrer dans le monde du binaire et là, je vous demande toute votre attention, c'est un petit peu compliqué. Nous savons par définition qu'un capteur se compose de photosites. Vous savez, ces petites coupoles qui permettent de réceptionner la lumière et ainsi de créer des photos. Je vous invite à retourner voir la vidéo sur le pourquoi du comment de l'exposition en photo. Ici, j'ai schématisé donc notre capteur avec un seul photosite. C'est un capteur 1 bit. Il peut avoir seulement que 2 positions, ou allumé ou éteinte. Allumé, schématisé en blanc, éteinte, schématisé en noir. Donc là, nous avons 1 bit, donc 2 positions. Dans cette situation, vu que nous avons un capteur 1 bit avec 2 positions, nous avons une photo de très mauvaise qualité puisque on ne peut rien schématiser avec 1 bit. Contre ici, maintenant, nous avons évolué. Nous avons un capteur avec 2 photosites, donc un capteur 2 bits. Et bien, le résultat, grâce à ce capteur 2 photosites, donc 2 bits, nous avons 4 possibilités de nuances de gris. Puisque je vous rappelle, dans le premier schéma, notre capteur pouvait avoir ou blanc ou noir comme couleur uniquement. Et bien ici, avec 2 photosites, nous allons avoir ces deux mêmes couleurs, ou blanc ou noir, mais seulement nous allons avoir 2 couleurs intermédiaires, qui vont être des nuances de gris. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail non plus, puisque là, nous sommes dans du binaire pur, et il serait vraiment compliqué de vous
vous expliquer comment on peut avoir ces deux nuances de couleurs qui viennent se chevaucher au noir et au blanc. N'empêche que, sachez que grâce à ce capteur, avec deux photosites, un capteur de photosites, donc 2 puissance 2 égale 4, nous avons 4 nuances de gris. À présent, on voit que l'on a doublé nos photosites et que l'on a doublé la capacité à retranscrire une potentielle plage dynamique. Maintenant, nous allons avoir un capteur avec un pixel. Et là, le pixel, il aura 4 photosites comme sur notre appareil photo. Seulement, pour l'instant, c'est des photosites noirs ou blancs. Donc là, maintenant, nous avons 4 photosites qui peuvent avoir chacun 2 positions bien distinctes, ou allumées ou éteintes en fonction de la lumière qu'ils reçoivent. Et que là, vu que nous avons 4 photosites, donc 2 puissance 4 égale 16 nuances de gris. Et comme vous pouvez le voir sur la droite de la diapositive, j'ai schématisé cette échelle de nuances de ton de gris. Et là, on peut dire que nous avons alors une profondeur de ton de gris de 2 puissance 4 bits. C'est notre plage dynamique. Et oui, nous y voilà. Nous voilà arrivés potentiellement à ce que l'on appelle la plage dynamique. Notre capteur d'un pixel à 4 photosites, nous avons une plage dynamique de 2 puissance 4 bits, soit 16 nuances de tons de gris différents. Est-ce que j'ai perdu du monde? Est-ce que vous arrivez encore à comprendre? Si vous continuez à comprendre, on continue. Dans cet exemple, on va continuer de se rapprocher de notre appareil photo. Et là, vous pouvez voir que nous avons un réel pixel d'appareil photo avec son photosite rouge, son photosite bleu et ses 2 photosites verts. Nous avons toujours 4 photosites pour un pixel. C'est bien ce qui nous concerne au jour d'aujourd'hui dans nos appareils photo. Je vais employer un terme technique que vous avez peut-être entendu parler. Il s'agit de la matrice de Bayer. Si vous voulez, la matrice de Bayer est un filtre qui va laisser passer la lumière d'une certaine gamme d'ondes pour aller remplir le photosite concerné. C'est-à-dire que la matrice de Bayer, pour le rouge, ne va laisser passer que le rouge. Pour le vert, elle ne va laisser passer que le vert. Et pour le bleu, c'est pareil, il n'y a que la couleur bleue qui va passer. Donc chacun des photosites ne recevra la lumière que pour laquelle il est destiné. Et à aucun moment, les autres photosites ne recevront de la lumière qui ne leur sont pas destinés. Je vous ai représenté, toujours pareil, sur la droite, l'échelle de nuances, toujours sur 16 tons différents, puisque on n'a pas changé par rapport à la diapositive précédente. On a bien 16 tons différents pour chaque couleur. À ce moment-là, si nous continuons dans notre raisonnement, on peut voir que la possibilité de nuances de couleurs est à l'heure actuelle de 2 puissance 16, ce qui nous donne 65 536 nuances de couleurs à notre disposition pour ce pixel. On est passé de 16 nuances de couleurs différentes à 65 536. On a fait un bond phénoménal. Effectivement, puisque je vous renvoie à la vidéo sur l'importance du triangle d'exposition en photographie pour comprendre certaines notions qui ne sont pas abordées ici, puisque j'ai déjà encore une fois fait une vidéo qui traite du sujet, je ne vais pas revenir dessus. Mais en fonction de la quantité de lumière que va recevoir le photosite, ou les photosites, il va en résulter une couleur différente, et cette couleur va s'associer aux autres photosites pour nous donner la couleur finale du pixel. Et cette couleur, elle peut potentiellement s'échelonner sur 65 536 nuances de couleurs à notre disposition pour ce pixel. Je vous avais prévenu, c'est un peu chaud, ça commence à être tiré par les cheveux, mais vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout ça ultérieurement. À présent, revenons à des notions purement photographique. On sait que le noir n'est pas une couleur puisqu'il constitue l'absence de lumière. On sait aussi que le blanc potentiellement n'est pas une couleur puisque c'est la somme des photosites remplis à 100% de leur valeur. Donc 100% de rouge plus 100% de vert plus 100% de bleu, ça nous donne du blanc pur. On le sait, c'est comme ça, c'est prédéfini. Ce qui veut dire concrètement que le blanc et le noir, ce ne sont pas des couleurs et ils seront traités différemment par le capteur et ainsi que par le microprocesseur de l'appareil photo. Donc on peut dire que pour 2 nuances de couleurs d'entre elles, on peut les supprimer puisque ce ne sont pas réellement des couleurs. Ce qui veut dire que notre 2 puissance 16 de tout à l'heure, par conséquent, il revient à 2 puissance 14. Ce qui nous donne non plus 65 536 nuances de couleurs, mais plutôt 16 384 nuances de couleurs disponibles. Mais 2 puissance 14, ça vous rappelle rien peut-être? Quand vous avez regardé les caractéristiques de votre appareil photo, vous avez peut-être vu à un moment donné qu'on vous disait que votre RAW a une plage dynamique de 2 puissance 14 bits. Ah, tiens, c'est bizarre. On retombe sur un truc
dont on avait entendu parler. Oui, parce que 65 536 couleurs, c'est bien beau, mais technologiquement parlant, au jour d'aujourd'hui, notre appareil photo n'est pas capable d'assumer cette charge de calcul. Donc on a préféré potentiellement réduire les noirs et réduire les blancs à non pas des nuances de couleurs, mais des couleurs à proprement parler qui seront 0 ou 1. Blanche pour le 1, 0 pour le noir. Vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, ok, tu nous en mets plein la tête avec tes chiffres et tu fais ton savant fou, ok. Quel est le rapport avec l'exposition à droite et notre plage dynamique et l'histogramme et ceci et cela? Eh bien j'y viens, puisque regardez devant vous, voici l'histogramme. Et si l'on regarde en bas de notre histogramme, on a des valeurs qui sont 0 pour l'extrême gauche, 255 pour l'extrême droite. 0 noir absolu, 255 blanc absolu. Et entre les deux, eh bien vous avez vos 16 384 nuances de couleurs à votre disposition. Tout ça pour dire que 0 le noir, 255 le blanc, d'accord, ça on le sait, c'est acté. Mais pour faire les autres couleurs, eh bien souvenez-vous de votre pixel à 4 photosites de 3 couleurs différentes, dont 2 verts. Eh bien pour faire du blanc, on a dit qu'il fallait 100% de rouge, 100% de bleu, 100% de vert. Eh bien, si, admettons, vous avez que 0% de rouge, 0% de bleu, 100% de vert, eh bien vous avez du vert pur. Et inversement, si vous avez 0% de rouge, 0% de vert, 100% de blanc, eh bien vous avez du bleu pur. Donc pour faire ces couleurs, il faut faire une somme de 4 photosites et de la façon dont ces photosites se remplissent. Ce qui veut dire que plus vous allez aller sur des couleurs qui vont tirer sur le blanc, plus il vous faudra d'informations pour fabriquer ces couleurs. Et bien justement, l'exposition à droite, c'est ça. Plus vous allez avoir d'informations pour faire des couleurs, plus votre photo sera détaillée et sera capable d'être retravaillée au post-traitement afin de pouvoir faire ressortir des ombres ou ressortir des hautes lumières. C'est grâce à tout ceci que l'exposition à droite prend toute son ampleur. Mais attention, qui dit exposition à droite dit risque de saturation de ces couleurs. Et qui dit risque de saturation, on arrive au fait de cramer sa photo et de ne plus avoir de couleurs ou de détails ou d'informations à faire ressortir. Et là, je vous invite à aller voir la vidéo sur la capacité de votre appareil photo et de sa plage dynamique utile et de sa plage dynamique pour un peu mieux comprendre la relation. Effectivement, dans cette vidéo, lorsque je fais les tests de mes appareils photo, je dis que je m'arrête aux alentours de 70% d'informations. Et oui, puisque au-delà de 70% d'informations, on n'a plus d'informations puisque l'information tue l'information, sans vouloir faire de jeu de mots. Et c'est pareil dans les ombres. Dans les ombres, eh bien en fait, pour faire du noir, on a vu qu'il ne nous fallait pas de lumière. Donc, je ne descends jamais mes tests en deçà de 25 à 30% d'informations, puisque en dessous de cette notion, vous n'avez plus de détails et vous n'avez plus de texture. C'est grâce à cela que je définis mes plages dynamiques d'appareil photo. C'est dans cette zone, on va dire de 30 à 70%, que j'ai défini la plage dynamique utile. Mais je vais encore plus loin dans cette plage dynamique utile, puisque, encore une fois, si vous visionnez cette vidéo, vous allez voir que je m'arrête bien avant ces deux limites. Il faut garder de l'information dans les basses lumières et dans les hautes lumières. Vous pouvez monter en exposant à droite dans les hautes lumières parce que vous allez gagner du détail dans ces hautes lumières, puisque comme on vient de le voir, plus on a d'informations qui remplissent les photosites, plus vous allez avoir d'informations qui vont fabriquer votre photo et donc au final des détails, de la colorimétrie dans votre photo. Mais à contrario, plus vous descendez, plus vous êtes sous-exposé et là c'est pareil. Moins vous avez de détails dans les noirs et moins vous avez de texture dans vos ombres. C'est pour ça que l'on parle d'ombre bouchée et de blanc cramé. En résumé, si l'on veut faire une cote mal taillée, on sait que plus on va aller sur la droite dans l'exposition, donc sur la droite de l'histogramme, plus nous aurons une photo qui sera texturée, détaillée, avec de belles nuances colorimétriques, même si en la visionnant, vous aurez peur d'avoir cramé vos hautes lumières. Et vous avez vu au cours de la première partie de la vidéo, avec un exemple, que c'était pas forcément le cas, si on expose judicieusement sa photo. Et plus vous allez aller à droite, plus vous avez de chances de cramer votre photo. Donc attention, encore une fois, maîtrisez la plage dynamique de votre photo, de votre capteur, entraînez-vous à savoir jusqu'où vous pouvez aller et à partir de où vous ne pouvez plus aller, aussi bien en basse lumière qu'en haute lumière. C'est ce que j'appelle la plage dynamique utile.